Baccalauréat 2014, les épreuves écrites auront lieu lundi 30 juin. 214 808 candidats sont concernés. Mais comment affronter cet examen? La réponse dans cette édition. Dans ce journal également, nous irons à la découverte des blanchisseuses du marché Cocovico. Il s'agit bien de ces femmes à qui l'on fait souvent appel pour la lessive et même pour le ménage à domicile. Au Soudan du Sud, les droits des femmes bafoués, elles sont de plus en plus utilisées comme armes de guerre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, en bref, le jeûne musulman a débuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire, synonyme du démarrage du Ramadan, a été vu à Korogo et à Bonon. Durant cette période, les croyants s'abstiennent de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations charnelles du lever jusqu'au coucher du soleil. Alors, début du jeûne musulman aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays, mais en France, le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, débutera demain dimanche pour 5 millions de Français. Et il n'y a pas qu'en France que le jeûne démarre demain, dans plusieurs autres pays également, notamment en Arabie Saoudite, au Pakistan et en Chine. La nouvelle lune l'a révélé, le Ramadan commencera dimanche pour la plupart des musulmans. À cette occasion, une grande prière pour la paix a été organisée dans cette mosquée aux Philippines. En Chine, la minorité musulmane se prépare. Tout comme au Pakistan, sur ce marché de Karachi, les préparatifs battent leur plein. Pendant ce mois sacré de l'islam, les croyants jeûnent du lever au coucher du soleil. Les épreuves orales du baccalauréat se sont achevées hier vendredi. Place aux épreuves écrites. Elles se dérouleront ce lundi 30 juin. Les 214 808 candidats concernés par cet examen à grand tirage devront donc rester concentrés. Dernière ligne droite pour les révisions. On se prépare jusqu'au bout. Mais comment affronter cet examen? Des réponses dans ce reportage de Koné Pargassero et Herman Niamien. La vingtaine révolue habite la commune d'Abobo. Cette étudiante dans une grande école à Cocody est bachelière depuis 2012. Elle dit avoir préparé son bac avec beaucoup de stress. À l'approche des examens, j'étais stressée parce que j'avais peur de ne pas réussir. Parce que c'est un examen, il faut le dire. Il y a le côté chance et puis il y a les études. Comme Marie-Paul, ses anciens bacheliers, eux, disent avoir réussi à surmonter le stress qui les tourmentait dans la dernière semaine du baccalauréat. Ma maman avait fait une prière pour moi à la maison. Moi aussi, j'ai remercié Dieu de m'avoir permis d'être là. Arrivé sur la table, j'ai essayé de relire quelques axes de leçons. Avec toutes ces étapes-là, j'ai réussi à surmonter le stress et ce qui m'a permis d'avoir le bac. Le stress, une situation d'anxiété que connaît aussi Christian, candidat pour la première fois au baccalauréat. Je suis stressé, pas parce que je ne maîtrise pas certaines choses, mais c'est le fait que c'est ma première année et puis bon. Je sens un peu de stress en moi. Docteur Félicien Kwame est psychologue et enseignant-chercheur à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody. Pour lui, la période d'examen constitue un moment de stress que le candidat doit pouvoir surmonter. Un enfant qui est bien préparé pour l'examen, la veille de l'examen, il va le consacrer au sommeil. Dès qu'on distribue les copies, il y a des élèves qui sentent la tension monter en eux. Alors ce n'est pas la peine de se précipiter dans ce cas-là sur la copie. Non, 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 prenez du temps, donnez du temps à la respiration profonde, fermez les yeux, respirez profondément. Cette année, ce sont plus de 200 000 candidats qui vont affronter les épreuves écrites du baccalauréat à partir de ce lundi 30 juin. Alors, baccalauréat session 2014, dès lundi 30 juin, 214 808 candidats seront face à leur copie en vue d'obtenir ce parchemin qui ouvre la voie pour des études supérieures. On s'intéresse à présent à ces femmes qui nous apportent une aide précieuse, ces femmes à qui l'on fait souvent appel pour la lessive ou le nettoyage à domicile. Il s'agit de ces blanchisseuses ambulantes. Grâce à ce métier, elles arrivent plus ou moins à s'occuper de leur famille. Dans l'univers de ces femmes du marché de Cocovico, dans la commune de Cocody, le sujet proposé par Eve Boué est commenté par Franck Quadio. Sarah Gbanou est une femme d'affaires. Une femme très occupée d'ailleurs, et pour accomplir certaines tâches ménagères telles la lessive, elle fait appel à une lavandière. Une planche à laver en caoutchouc comme instrument, ces dames exercent un métier bien particulier. Elles font principalement la lessive à domicile. On vient s'asseoir ici pour chercher clients, pour laver maison, laver habits, laver douche, faire le ménage. Quand ça va, on dit un prix.
On dit un prix, souvent il y a d'autres qui acceptent, souvent il y a d'autres qui n'acceptent pas. Comme on essaiera, on va faire comme on le fait quand même. Ces lavandières font l'affaire de bien de personnes qui les ont même fidélisées. J'ai eu besoin de leur service, oui, parce que je venais d'accoucher et je n'avais pas assez de personnes à la maison, donc j'ai eu recours à elles pour faire la lessive pendant près de 2 ans. Avec cette activité, ces dames arrivent à subvenir à leurs besoins, mais elles rencontrent parfois certaines difficultés. Bon, par jour, souvent, on peut gagner 5 000, souvent, bon, si on n'a rien gagné en tout cas, 2 000, 1 500. On va chez d'autres. Et nous disent que voilà ce qui est perdu chez moi. Pourtant, tu n'as pas pris donc. Après, tu te demandes pardon, ça passe. Parce que tu sais que tu n'as pas fait. Donc, elle a les moyens pour faire tout. Tu sais que tu n'as pas les moyens. Donc, tu es obligé de demander pardon. Laver les habits, nettoyer le carrelage, entretenir les sanitaires n'ont aucun secret pour Mariam, Fatima et Aïcha. Des lavandières ambulantes qui exercent en dépit des difficultés leur métier avec dévouement. Et on parle de cette journée de sensibilisation destinée aux élèves. L'idée est de faire d'eux des ambassadeurs pour la préservation de l'environnement. Mamadou Kouassi nous en dit un peu plus. La journée du mérite et de l'excellence a été le prétexte pour ces tout petits de la commune de Yopougon de sensibiliser leurs parents sur l'importance de la préservation de l'environnement et surtout leur rapport dans la lutte contre le changement climatique. Nous ne devons pas gaspiller l'eau, car il y a des personnes qui meurent de froid. Et nous devons protéger l'eau pour permettre aux animaux de vivre. Chers parents, nous vous exhortons à préserver l'environnement. Ne jetez pas les ordures partout, car cela est en contact direct avec la nappe phréatique. À travers des dessins, des représentations scéniques, des messages ont été transmis aux plus grands. Selon les responsables scolaires, l'initiative vise à encourager les enfants à être des leaders et des ambassadeurs dans la sauvegarde de l'environnement. Pour l'avenir de nos enfants, nous disons toujours que si nous ne protégeons pas la planète, il va sans dire que les conséquences seront dramatiques sur nos enfants et sur notre vie quotidienne. Nous sensibilisons les enfants à avoir un environnement sain. Un environnement sain, c'est un élève sain, c'est un élève intelligent et c'est un élève en très bonne santé. Une initiative saluée par les parents d'élèves et le parrain de la cérémonie, qui ont encouragé les enfants à transmettre le message à leurs camarades des autres écoles. Les meilleurs élèves récompensés ont pris l'engagement de bien travailler afin d'être des futurs décideurs de la Côte d'Ivoire moderne. Un environnement propre est source de bonne santé et en image on parle justement santé. Le sang, on le sait, c'est la vie et donner son sang doit être perçu comme un acte de solidarité. C'est ce qui a motivé cette opération de collecte de sang organisée ce matin à Marcory par l'ONG Les Sœurs Tabitha Dorcas. L'ONG qui voudrait ainsi apporter sa contribution en vue de sauver des vies. Hors de chez nous, tout d'abord en bref, parlons du Soudan. Un quart de siècle après l'arrivée d'Omar el-Béchir, le pays est toujours déchiré par les guerres. Le conflit en cours depuis 3 ans au Kordofan du Sud s'intensifie. La capitale elle-même n'est pas épargnée. Âgé de 70 ans, Omar el-Béchir, qui a pris le pouvoir il y a 25 ans par un coup d'État militaro-islamiste, est accusé de crimes de guerre dans la région du Darfour. À propos justement des droits humains au Darfour, la situation est catastrophique selon la communauté internationale. Au Soudan du Sud, par exemple, les femmes sont systématiquement victimes de violences. Elles sont de plus en plus utilisées comme armes de guerre. Ils sont 100 000 à vivre dans les camps des Nations Unies. Les villages ne sont plus sûrs au Soudan du Sud. Les hommes du président Salva Kiir et ceux de son opposant Riek Machar s'affrontent et s'attaquent aux civils, particulièrement aux femmes. Si vous ne restez pas dans un groupe de femmes et que vous sortez seul, ça peut être dangereux. Vous pouvez être battu. Si des soldats rentrent chez vous pour piller, vous pouvez aussi être violé. Le viol est devenu une arme de guerre au Soudan du Sud. Dans les camps, les femmes bénéficient d'une sécurité toute relative, mais à l'extérieur, c'est pire. Aujourd'hui, Marie vient chercher du charbon pour faire la cuisine, son approvisionnement pour un mois. C'était vraiment risqué, vraiment, d'aller dehors chercher du bois. À l'époque où on y allait, il y a des femmes qui ne sont pas revenues et on n'a jamais retrouvé leur corps. Les hommes et les femmes étaient violés à cette époque-là.
C'est l'organisation Oxfam qui a créé ce programme sur le charbon. Une réponse aux rapports alarmants de l'ONU sur la vulnérabilité des femmes. On a reçu ces rapports sur les violences sexuelles qui avaient lieu en dehors des camps, quand les femmes devaient sortir chercher des choses qu'elles ne trouvaient pas à l'intérieur. Nous nous sommes dit pourquoi doivent-elles sortir? Ne peut-on pas leur fournir ce qui manque ici? Toutes les organisations humanitaires le disent, jamais elles n'ont enregistré autant de cas de violences sexuelles au Soudan du Sud. Depuis décembre, le conflit a poussé 1,5 million de personnes sur les routes. En bref, on évoque la fièvre Ebola qui continue de se propager en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria avec au total 337 personnes tuées. Selon l'OMS, l'épidémie actuelle est la plus grave jamais recensée en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé qui convoque une réunion en juillet au Ghana. Et on l'a appris hier, la Sierra Leone a décidé de débloquer plus de 852 millions de francs CFA, un financement destiné à la campagne de sensibilisation et de prévention de l'épidémie de fièvre Ebola. On rappelle qu'en Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été détecté et les autorités appellent les populations à se conformer aux mesures de prévention. Le sommet de l'Union africaine s'est achevé hier. L'agriculture et les enjeux sécuritaires étaient au cœur des débats. L'UA qui a adopté les statuts du Fonds monétaire africain visant à mettre en place une monnaie unique. Et en marge du sommet, une autre réunion a rassemblé les chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation en Centrafrique. L'Union africaine a clôturé ses travaux vendredi par un appel à une révolution agricole en Afrique. Pour l'ensemble des participants à ce sommet, il y a urgence à construire une agriculture moderne capable de nourrir une population en forte croissance et d'améliorer la vie dans les campagnes. D'importants investissements seront nécessaires pour augmenter la production, développer les exportations et l'emploi. Un enjeu majeur selon la quarantaine de chefs d'État réunis à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Exploiter davantage les terres, mettre à disposition des producteurs des outils, renforcer leurs capacités, développer l'agriculture par exemple irriguée. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'examiner comment est-ce que nous pouvons ramener les jeunes au travail de la terre. Faire du secteur agricole un secteur pourvoyeur d'emplois pour que la masse de jeunes que nous avons puisse trouver des ressources. Le Mauritanien Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union, a exhorté les pays africains à mobiliser 10% de leur budget pour le secteur agricole. Un engagement déjà pris lors de précédents sommets, mais tenu par quelques pays seulement. Le secrétaire général des Nations Unies, présent à Malabo, s'est inquiété des conséquences du changement climatique sur la productivité agricole. Ban Ki-moon s'est prononcé pour une agriculture durable qui ne profite pas seulement au secteur de l'agrobusiness. En bref, l'Irak qui plonge chaque jour un peu plus dans le chaos. L'armée irakienne a lancé aujourd'hui l'offensive afin de reprendre Tikrit aux mains des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. 20 membres des forces de sécurité ont été tués dans des combats au sud-ouest de Bagdad. Et toujours concernant l'Irak, après la communauté internationale, c'est au tour de la plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, le grand ayatollah Ali al-Sistani, d'appeler les dirigeants à former un nouveau gouvernement avec les sunnites. Et on termine. Mondial 2014, début des huitièmes de finale aujourd'hui. Le match Brésil-Chili à Belo Horizonte a ouvert les hostilités. Le Brésil, pays organisateur, et le Chili n'ont pas réussi à se départager pendant les 90 minutes du match. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Une première prolongation et une deuxième. Le verdict est enfin tombé après les tirs au but. 3-2 en faveur du Brésil. C'est ici que l'on s'arrête ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.